Bien, je vous propose de démarrer. On a échappé à l'hypoglycémie en décalant l'intervention d'Aude-Caria de 12h à 13h. On a aussi échappé à la panne d'électricité, mais est-ce qu'on échappera au fait de vouloir rester éveillé, déjeuner sur l'herbe par ce beau temps? En tout cas, on vous propose de démarrer, puisqu'après vont s'en suivre un certain nombre d'ateliers. On ne voudra pas trop imposer de retard à nos collègues qui démarrent derrière. Pour cette session plénière, donc on a une thématique, et je vais la reprendre pour ne pas me tromper, qui s'intitule donc Pertinence et fiabilité des informations en santé mentale, donc avec le psychom et donc l'intervention d'Aude-Caria. Nos journées s'appellent à la conquête du pouvoir d'agir. Ça évoque pour moi d'abord des termes guerriers, et donc vous me permettrez d'évoquer Sun Tzu et l'art de la guerre. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Moi, je pense que l'information est le nerf de la guerre, et c'est bien dont il s'agit aujourd'hui. Peut-on conquérir le pouvoir d'agir si on n'a pas accès à une information fiable, sécure, juste et adaptée à nos besoins spécifiques, quelle que soit notre situation? Là, je parle aussi bien des professionnels que des personnes concernées, comme on dit. Et cette information, c'est ce qui doit nous permettre effectivement de faire des choix et d'avoir du coup la trajectoire et le parcours le plus adapté à nos besoins. Alors, on a aujourd'hui donc Aude-Caria du Psychom qui va nous faire une intervention sur le sujet. Je rappelle juste que c'est justement le projet du Psychom que de travailler sur l'accès à l'information juste, fiable et pertinente, avec 3 objectifs que j'ai relevés dans votre projet spécifique. C'est la promotion d'une vision globale de la santé mentale, proposer une information fiable, accessible et indépendante, ce dernier terme me paraît particulièrement important, et puis décrypter la stigmatisation pour développer tous les outils qui sont favorables au pouvoir d'agir. L'information fait bien évidemment partie. Voilà. Donc je laisse la parole à Aude-Caria et on aura après son intervention un temps d'échange avec la salle, si vous voulez bien. Tout d'abord, je déclare ne pas avoir de lien d'intérêt avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé. Et ça, c'est une obligation qui incombe à tout professionnel de santé qui intervient publiquement. C'est le cas aussi de toute l'équipe Psychom. Nous n'avons pas de lien d'intérêt avec les industries de santé. Le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est pour ça que depuis quelques années, en fait, les choses bougent. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, en psychiatrie, on ne donnait pas le diagnostic, ou très peu. On informait peu sur les droits. On informait peu sur les alternatives à l'hospitalisation. On informait peu sur le recours au non-respect des droits. Donc il y a un grand chemin qui a été parcouru et qui passe par une remise en question des rapports de pouvoir entre les soignants et les soignés, s'il faut encore les appeler comme ça. L'épidémie de Covid, en fait, a eu un impact, l'épidémie et les conséquences des mesures prises pour protéger notre santé physique a eu un impact majeur sur la santé mentale de quasi l'ensemble de la population. Donc il y a eu cette prise de conscience qu'on avait toutes et tous une santé mentale, y compris les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté les personnes en bonne santé mentale et de l'autre côté les personnes avec des troubles psychiques, mais qu'on avait toutes et toutes une santé mentale. Donc c'est devenu une préoccupation bien au-delà du champ de la psychiatrie, puisque ça a été une préoccupation dans les conversations à l'école, en famille, dans les médias et les politiques publiques qui ont commencé à parler de santé mentale et à s'engager dans des actions. On en a parlé ce matin. Et donc, il y a eu des actions qui ont été menées. Je citerai une campagne de communication grand public menée par Santé publique France pour sensibiliser au fait que si on va mal, le premier pas pour aller mieux, c'est d'en parler. Donc on voit qu'on essaye d'agir sur le tabou. Et pourtant, ça reste encore difficile de parler de sa propre santé mentale. Donc le tabou évolue un peu.
Faut que je le mange. Les gens à distance. Donc je vais manger le micro devant vous. Donc, il y a eu un impact sur toute la population. Et pourtant, qui pourrait dire dans cette salle que son équilibre psychique n'a pas été bousculé depuis 2 ans? J'attends que les mains se lèvent. Les gens qui n'ont eu aucun impact sur leur santé mentale depuis 2 ans. Voilà. Donc c'est très partagé. C'est devenu un enjeu majeur et j'espère que ça va le rester, qu'on ne va pas oublier sous prétexte que le Covid nous donne l'impression de s'éloigner, que les problèmes de santé mentale sont résolus. Et l'enjeu majeur, ça devient vraiment... La crise a révélé le déficit d'information et le déficit d'éducation à la santé mentale de toute la population. Et donc c'est l'enjeu dans les années à venir de développer cette éducation depuis la petite enfance jusqu'à tous les âges de la vie. On a appris aux enfants à se laver les mains au gel hydroalcoolique, à mettre des masques, se protéger des virus, mais on les a peu aidés à prendre soin de leurs angoisses, de leur stress, de leur tristesse. Et donc là, il y a un déficit important. Ce qui est important aussi, et l'enjeu, c'est de développer son esprit critique pour augmenter son pouvoir d'agir. Et c'est ce que je vais développer, pour faire les meilleurs choix pour soi. Donc ces enjeux-là sont notés noir sur blanc dans la feuille de route psychiatrie santé mentale, puisque dès le début, il y a la mention dans l'axe 1 de la nécessité d'un site d'information sur la santé mentale pour le grand public. Et c'est Psycom qui a été confirmé dans ce rôle de site national d'information sur la santé mentale, de site de référence. Donc moi, je vais m'appuyer là sur notre expertise depuis 25 ans de production d'informations sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, et notre expertise aussi d'analyse critique de toute l'information qui est disponible, puisqu'on réalise une veille de plus de 400 sources quotidiennement, et qui est filtrée au travers de critères très précis de qualité que je vais partager avec vous, et qui nous permet de 2 fois par mois faire une newsletter qui correspond à une sélection très resserrée, en fait, d'informations. Je vous encourage à vous inscrire à la newsletter. C'est-à-dire que ce n'est pas un panorama exhaustif de tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a beaucoup trop de choses maintenant, mais c'est au contraire vous faire gagner du temps pour vous repérer dans cette surinformation. Et si vous devez retenir 2 choses qui se sont passées dans les 15 derniers jours, vous les aurez dans la lettre de Psycom avec une analyse. Je vais me concentrer sur la question de l'information numérique, puisque maintenant, la plupart des informations, on les trouve sur Internet, même s'il faut continuer à produire de l'information papier, parce qu'il y a une fracture numérique, il y a 35% de la population qui n'a pas accès au numérique. Signaler aussi que ce succès de l'intérêt pour la santé mentale de tous s'est traduit très concrètement pour nous, parce qu'on a été en première ligne pour répondre aux demandes d'information de la population. Et actuellement, on fait face à une rupture de stock de quasi toutes nos brochures d'information. On a eu une augmentation de 250% des commandes au premier trimestre. Donc, c'est l'effet du programme Premier Secours, de Mon Psy, des campagnes de communication, de la demande de la population d'information sur la santé mentale. Donc c'est pour ça que si vous essayez de commander nos brochures en ce moment, c'est pas possible parce qu'on est en train de chercher les sous pour les fabriquer. Et le prix du papier a augmenté, et le prix de l'essence, et le prix du carton, etc. Voilà. Ceci étant dit, vous avez bien compris que le savoir, c'est le pouvoir. Psycom, Valérie l'a expliqué, notre mission, c'est vraiment de promouvoir une vision globale de la santé mentale, donc qui va de la promotion des problèmes de santé mentale, la prévention, les soins et la réhabilitation, le rétablissement, et d'aider à déstigmatiser. Alors ça, ça passe essentiellement par notre site internet, donc avec des contenus très variés. Par exemple, sur la santé... Pardon.
par exemple sur la santé mentale et le numérique. Et je vous invite à lire cette page et cette brochure. Donc une trentaine de brochures d'information qui sont distribuées aussi sur le stand. Et pour chaque contenu, par exemple, là le contenu sur le rétablissement, on est transparent par rapport à notre absence de lien d'intérêt et on cite nos sources. Voilà, donc ça c'est des points déjà de vigilance quand on trouve de l'information. Ben, est-ce qu'on sait qui écrit cette information? Est-ce qu'on sait qui finance? Et est-ce qu'on sait où sont les sources sur lesquelles s'appuie l'information? Alors, l'information sur le web, depuis quelques années, elle est devenue très très accessible. Elle est pléthorique. On parle d'infobésité, qui est un terme un petit peu péjoratif, mais de surinformation en fait, et surtout de qualité très très inégale, quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet, là on se concentre sur l'information sur la santé mentale, les troubles psychiques, c'est valable pour ça. C'est-à-dire on trouve tout et n'importe quoi, et la difficulté c'est de savoir se repérer dans la jungle en fait. Donc on a une multiplicité de sources avec une absence de critères qualité, c'est-à-dire il n'y a pas de référent officiel de qualité, et une faible visibilité des sites officiels. Donc ça c'est important aussi. C'est-à-dire que quand vous faites des requêtes, eh bien, vous allez d'abord avoir un certain nombre de sites qui sont promus par des organismes privés ou des associations, des firmes pharmaceutiques, des assurances ou des personnes individuelles qui donnent leur point de vue sur le sujet. Et les sites officiels comme Amélie ou autres, par exemple, ou le site Psycom, sont moins bien référencés. On a une disproportion impressionnante de l'information promotionnelle versus l'information officielle, donc émanant par exemple de l'Agence du médicament, etc., ou de l'information critique. C'est-à-dire que si on cherche de l'information, on va d'abord être exposé à de l'information produite par des organismes, des institutions, des entreprises, dont l'intérêt premier n'est pas toujours convergent avec l'intérêt du patient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis derrière. C'est-à-dire qu'une entreprise, une assurance, une firme pharmaceutique, etc., son intérêt premier, c'est quoi? C'est faire des bénéfices et satisfaire les actionnaires. Donc ce n'est pas forcément la boussole, ce n'est pas forcément l'intérêt premier du patient, et les différents scandales sanitaires qu'on a vus ces dernières années en ont été la preuve. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'opprobre sur toutes les personnes qui s'investissent pour découvrir des nouvelles molécules, mais il y a une vigilance à avoir sur qui finance l'information produite et de se poser la question, est-ce que cette information, elle n'est pas biaisée? On se retrouve donc face à une information très, très variable. Quand on fait une recherche sur le mot schizophrénie, par exemple, eh bien, on a des ressources très variées qui apparaissent. On a des associations, on a l'INSERM quand même, on a des sites comme Doctissimo qui sont essentiellement financés par la publicité, on a des sites maschizophrénie.com sur lesquels je reviendrai, qui sont en fait des vitrines d'agences de communication de firmes pharmaceutiques, mais dont c'est difficile de savoir que c'est le cas. Voilà. Et donc ça pose la question des conflits d'intérêts. Donc les conflits d'intérêts, c'est un sujet complexe. Les conflits d'intérêts dans le domaine de la santé, c'est un véritable risque sanitaire, en fait. Alors il faut différencier les liens d'intérêt. On a tous des liens d'intérêt. Personne n'est totalement indépendant. Par exemple, si comme nous, on a des liens d'intérêt par rapport à nos financeurs, qui sont des financeurs publics, mais ça veut dire que nous, ce qu'on produit, c'est orienté dans le sens de l'intérêt général, puisqu'on doit rendre des comptes aussi à nos financeurs publics et qu'on rame dans la même direction. Les conflits d'intérêt interviennent quand le lien d'intérêt interfère avec l'objectif soignant ou l'intérêt du patient. Je ne vais pas vous faire la liste des différents scandales sanitaires, de pneumologues qui recommandaient
de rouler en diesel parce que ça n'avait aucun impact sur la santé pulmonaire et dont on a découvert qu'il était financé à hauteur importante par Total. Vous voyez, donc ça, c'est un conflit d'intérêts. Voilà. Et les conflits d'intérêts, il y en a partout, en fait. C'est pas pour rendre tout le monde paranoïaque, c'est juste pour se poser les bonnes questions. On est en plein complotisme, hein, donc non, je ne veux pas vous faire un truc, je ne vais pas commencer à délirer sur le complotisme, mais c'est juste de poser des questions objectivement. Qui finance l'information que je trouve à cet endroit? Parce que quelle que soit la qualité intrinsèque de l'information, en fait, une information sous influence d'intérêts particuliers, que ça soit encore une fois une mutuelle ou autre, une assurance plutôt, est suspectée d'être biaisée et partiale. Donc l'impact des conflits d'intérêts, il n'est quand même pas négligeable, puisque c'est un impact direct sur la santé des personnes. C'est comme ça que sous l'influence d'une politique marketing assez importante, on peut être amené à prescrire des antidépresseurs pour des dépressions mineures, alors que les recommandations de bonne pratique ne les recommandent qu'aux dépressions sévères. Ou à prescrire des médicaments comme les Mediator, comme coupe-faim, et qui vont entraîner des valvulopathies mortelles, etc. Et difficile de s'en sortir. Ou certains médicaments psychotropes dont on sait qu'ils ont un impact important sur le risque de problèmes cardiovasculaires. Donc ça a entraîné une crise de confiance et une crise de défiance. Et la question, c'est donc comment je fais pour savoir si l'information que je cherche pour moi, ou que je cherche pour moi parce que j'ai un problème de santé mentale, ou que je cherche en tant que soignant, soignante, pour pouvoir transmettre une information et des soins de qualité à la personne, comment je fais? Quels sont les repères? Alors on a fait une cartographie à la demande de Santé publique France, où on s'est engagé dans un travail un peu pharaonique avec Estelle Saget, qui est la responsable éditoriale web de Psycom, pour cartographier les acteurs. Donc c'est disponible en ligne. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais juste vous sortir les points précis. On a cherché à savoir qui parle des troubles psychiques sur le web, de quoi parlent les gens et comment ils en parlent. Donc, sans surprise, en fait, comme dans tout le domaine de la santé, et il n'y a pas de spécificité par rapport à la santé mentale ou la psychiatrie, les gens cherchent d'abord un diagnostic, voilà, des renseignements sur un diagnostic, sur un nom de médicament, sur un nom de thérapie ou sur un symptôme. Donc ça, c'est l'analyse des requêtes. Donc voilà, on cherche tous et toutes la même chose. On a cherché pour recenser les différents acteurs, parce qu'évidemment c'est énorme. On a dû filtrer, donc on a recensé les acteurs que nous on connaissait, qu'on avait déjà repérés, etc. On a travaillé donc avec Estelle Saget, qui est journaliste santé depuis 15 ans et qui avait sa propre liste de références. On a fait des recherches sur Google et sur Quant, avec des requêtes par nom de diagnostic. On a interrogé des communautés de patients sur le web, et on a travaillé avec notre réseau Psycom de personnes qui vivent avec des troubles psychiques pour leur demander, vous, quand vous cherchez de l'information, vous l'allez chercher où? On a colligé tout ça, on a trié un peu, on est arrivé à une base de 800 sites. Chouette. Au bout de 6 mois, on s'est dit, OK. Alors on a filtré, on a inventé 6 filtres. On a gardé que les sites qui étaient en accès gratuit, c'est-à-dire pour lesquels il ne fallait pas payer un abonnement. Donc par exemple, on n'a pas gardé le site du Monde, même si à l'époque, il ne parlait pas beaucoup de psychiatrie ou de santé mentale, mais parce que c'est sur abonnement. Des sites qui ont un contenu public, c'est-à-dire pas des groupes fermés, etc. Un contenu grand public accessible, non jargonnant. On n'a pas retenu les sites de sociétés savantes, par exemple, qui ne s'adressent qu'aux professionnels. Informatif, même si c'est un professionnel, mais sans lien d'autopromotion, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, il y en a sans doute dans la salle, qui ont des blogs ou des sites, etc., mais qui sont aussi des blogs avec des liens vers leurs livres à commander sur Amazon. Donc ça, on n'a pas gardé. Une audience, une visibilité importante.
Et puis des sites francophones aussi, quelques sites suisses, mais dans la mesure où ils avaient un intérêt pour le public français. Une fois qu'on a eu filtré ça, on a eu... le reste, on l'a mis à la poubelle, donc, comme vous avez vu. Et on a eu 196 acteurs. Et donc, qui sont-ils? Alors, le premier classement qu'on a fait, et ça, c'est un premier repère qui peut vous être utile. Le premier repère, c'est pour savoir qui parle, en fait. Donc, vous avez à peu près 10 catégories. Voilà. Et quand vous allez sur un site ou quand vous vous intéressez à... Ça peut être aussi un outil numérique, hein, une appli, etc. Première question, c'est qui parle? Est-ce que c'est une institution publique? Est-ce que c'est le gouvernement, le site, je ne sais pas moi, Bien Vieillir de Santé publique France? Est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est l'INSERM, le CNRS, ou bien des acteurs privés associatifs? Vous avez tout ce qui s'appelle toutes les associations de patients et de proches aussi qui fournissent beaucoup d'informations qu'on a mis dans une catégorie à part. Des acteurs privés à but non lucratif, de l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est l'appellation, c'est pas Oxfam, c'est en fait les fondations. Les fondations santé mentale, les fondations qui œuvrent dans le champ de la santé mentale, des médias en ligne, des acteurs privés du secteur lucratif, donc là c'est les firmes pharmaceutiques, des usagers et des professionnels blogueurs, et puis une catégorie importante aussi qui fournit de l'information, c'est les acteurs à risque de dérive sectaire, dont on sait qu'ils sont très appétents à attirer en fait des personnes en situation de vulnérabilité psychique pour leurs actions à risque de dérive sectaire. Donc en fonction du locuteur, vous n'allez pas trouver le même type d'information. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un état des lieux de la recherche sur le gène de la bipolarité, vous n'allez pas aller sur le site d'un usager blogueur, parce que c'est sur les sites de recherche que vous allez avoir l'information la plus fiable a priori sur ce type de choses. Si vous cherchez des groupes de parole pour échanger sur votre trouble bipolaire, ce n'est pas sur le site de l'INSERM que vous allez les trouver. Donc c'est plutôt sur les sites d'usagers blogueurs ou d'associations de patients. Donc ça vous permet un premier repérage. À la fois quand vous cherchez une information, de savoir où vous orienter, et quand vous allez sur le site, savoir ce que vous pouvez trouver comme qualité d'information. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est la répartition des différentes catégories avec le nombre d'acteurs recensés. Donc par exemple, association de patients, 36 associations de patients recensées en France en 2019. Professionnels blogueurs, usagers blogueurs. Alors, les chiffres ont sans doute un peu évolué. Si on refaisait maintenant 3 ans après, je pense que ça a augmenté. Alors, de quoi parle-t-il? Comme je vous disais, les usagers blogueurs, par exemple, ça va être plutôt le témoignage, l'entraide, etc. Certains acteurs ciblent un trouble particulier, d'autres parlent d'une multitude de troubles. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Alors, comment parle-t-il? Et là, on passe à la question de la qualité. Donc, on a évalué à 2 niveaux. Pour avoir une idée de la qualité de l'information, on a travaillé sur des critères qualité. C'est-à-dire des questions à se poser pour évaluer ce qui est raconté, et est-ce que c'est fiable ou pas. Et le niveau 2 d'analyse, c'est on a fait une analyse par trouble pour voir globalement l'information disponible sur les troubles anxieux. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est variée? Est-ce qu'elle est biaisée ou pas? Donc avec 13 fiches qui présentent l'analyse qualitative de l'offre. Alors, pour l'analyse du contenu, en fait, il n'y a pas de critères qualité. Il y a plusieurs grilles de critères qualité. Quand vous voulez savoir est-ce qu'une information santé est de qualité, qu'est-ce que vous posez comme question? Alors, si vous posez aucune question, on est mal barré. C'est là, vous gobez tout, tout est au même niveau.
Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que c'est actuel? Est-ce que c'est sourcé? Ça suffit à faire votre bonheur? Pardon? Est-ce que ça obéit à un protocole de recherche? Qui parle? Qui parle? Donc on a analysé, il y a quand même quelques grilles qui existent, donc on a analysé les 9 systèmes qu'on a trouvés et on s'est inspiré en fait de la grille qui a été élaborée par santé.fr, donc le service public d'information en santé qui a travaillé sur la qualité de l'information et on l'a adapté pour la santé mentale. Les critères en fait les plus importants pour évaluer la qualité d'une information sur la santé et la santé mentale, c'est la question de la transparence. Est-ce que cette information est transparente? Est-ce qu'on sait qui parle, qui produit, qui écrit, selon quelle référence, avec quelle actualité, basée sur quelles données? Oui. Donc, et évidemment, nous, on n'a pas évalué la véracité, parce que ça, c'est un problème sans fond, surtout en psychiatrie, où les savoirs sont friables, où les savoirs sont variables, où rien n'est sûr, où tout évolue, où on ne peut pas mettre le pied sur une sécurité de dire on a trouvé le gène de la schizophrénie, donc c'est cette molécule qui va guérir tout le monde. On n'a pas ça, on n'a pas d'indicateur biologique, on n'a pas de consensus sur les diagnostics, on n'a pas de consensus sur les traitements. On est dans une discipline qui est quand même très floue, très évolutive et multifactorielle. Donc, nous, on n'a pas cherché à dire ah ben ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Mais au moins, vous donnez des clés pour évaluer la qualité de l'information. Alors, ça, c'est les critères qu'on a mis au point. Donc, une dizaine de critères. Donc, ce que vous évoquiez, c'est je vais sur un site ou sur une appli, etc. Est-ce que c'est daté? Est-ce que l'information qu'on me donne sur la dépression, sur les traitements de la dépression, etc., est-ce que c'est daté? Est-ce que c'est quelque chose qui date d'il y a 10 ans? Est-ce qu'il n'y a pas de date du tout? Donc d'où ça sort? Est-ce que c'est vérifié, etc. Est-ce que, enfin, bon, quelle est la fraîcheur en fait de l'information? Est-ce qu'on sait qui a écrit? Et ça, c'est parfois difficile à trouver. Comment on fait pour chercher qui a écrit si ce n'est pas noté? On pleure, oui, on pleure. On pleure parce qu'on ne trouve pas. On va dans mention légale, au minimum. Il faut se transformer en inspectrice. Il faut faire une enquête, en fait. Donc, premier truc, vous allez dans mention légale ou à propos. Qui est-ce qui cause? C'est qui, là? Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a une entreprise? Derrière cette entreprise, il y a qui? Voilà. Est-ce que c'est une association de patients? Est-ce que c'est un usager lambda? Est-ce que c'est un start-upper qui vient de se lancer dans le domaine de l'information en santé mentale et qui est financé par je sais qui? Vous voyez? Mention légale, à propos. Premier réflexe. Après, est-ce que les sources d'information sont visibles et traçables? Est-ce que c'est moi je pense que il faut prescrire des antidépresseurs associés à un anxiolytique pour toutes les personnes qui ont des idées suicidaires? Est-ce que c'est une source au doigt mouillé? Est-ce que c'est basé sur un article? Est-ce que c'est basé sur une méta-analyse? Est-ce que c'est basé sur une méta-analyse? Vous voyez, quel est le niveau de preuve, de qualité, de solidité en fait des sources si elles existent? Et évidemment, un organisme, si on cite par exemple la Haute Autorité de Santé qui propose des recommandations de bonnes pratiques qui peuvent être critiquables, mais en tout cas, ils mettent en place des groupes de travail pluridisciplinaires, etc. Il y a des gens qui bossent, qui s'investissent, etc. On peut peut-être se dire qu'un travail élaboré de cette manière-là a peut-être plus de chances d'avoir un certain niveau de fiabilité qu'un professionnel dans son coin qui a lu une étude et qui pense qu'il a trouvé la vérité. Sans compter qu'il y a aussi beaucoup de blogueurs professionnels, et on l'a vu récemment, qui ont des pratiques de rabattage, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être sur les réseaux, produire de l'information pour rabattre de la clientèle. Et récemment, il y a un psychiatre qui a été condamné pour viol
et qui était très productif sur les réseaux sociaux et qui a été condamné pour viol et suspendu. Je ne fais pas une généralité de tous les psychiatres qui font des vidéos avec un nœud papillon. Hein. Voilà, je ne voudrais pas que mes propos soient déformés, mais il n'empêche qu'il y a quand même des exemples paradigmatiques qui sont un peu effrayants quand on voit le nombre de vues de certains producteurs d'informations totipotents qui ont un pouvoir de vie et de mort sur les gens, hein, ou d'agression sexuelle sur les gens. Est-ce qu'il y a une gouvernance, une charte éditoriale qui précise comment est produite l'information, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a une déclaration des liens d'intérêt des auteurs? Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Un accès possible aux sources de financement. Donc tout ça, c'est des critères de transparence basiques. Est-ce qu'on sait donc qui parle, comment il construit son discours et qui finance? Et parfois, pour trouver qui finance, il faut chercher loin. La question de l'indépendance, donc j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un financement direct ou indirect par des industries de santé, médicaments, dispositifs médicaux, matériel médical, e-santé? Alors là, maintenant, on est dans la phase waouh de la e-santé mentale, où tout le monde commence à lancer sa start-up pour développer des applis miraculeuses, pour surveiller notre mood board et nous indiquer des choses, etc. Donc, il pose des tas de questions aussi de sécurité des données utilisées. Pour exemple, dans un autre domaine, je ne sais pas si certaines d'entre vous utilisent des applis pour suivre le cycle menstruel. Ça a été parmi les premières applis en santé mentale qui ont été développées et qui vous font un petit pipi, oublie pas ta pilule, oublie pas ta pilule. Donc vous rentrez vos données personnelles sur votre cycle, etc. Hein. Vos données, en général, vous ne posez pas la question de savoir où elles vont, parce qu'elles vont dans le cloud. Mais le cloud, en fait, il va aux États-Unis, il est revendu, les données sont revendues à des producteurs de serviettes hygiéniques, de trucs et machin. Et en fait, actuellement aux États-Unis, comme le droit à l'avortement est remis en question par le Sénat, il y a des experts et des militants et militantes qui ont alerté les femmes en leur demandant instamment de supprimer leurs applis de suivi de cycle parce que ça pouvait être utilisé pour repérer quand elles étaient enceintes et les géolocaliser si elles allaient dans une clinique qui pratiquait l'avortement. Donc, c'est pas une question anodine. Quand je vous dis que ça a un impact sur la santé, c'est que ça a un impact sur la santé. Et la sécurité des données, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, l'absence de promotion aussi et de publicité et de conseil. La question de l'accessibilité et la question que le site soit collaboratif, c'est-à-dire qu'on puisse participer et faire des remarques. Je sens que ça brouhaha, donc je pense que ça réveille des choses. Alors, dans toute notre analyse, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une grande disparité en fait, dans le traitement de l'information sur les troubles. Par exemple, sur le champ des addictions, c'est très bien couvert. Il y a la Fédération Addiction qui a fait un énorme boulot, et ça, c'est de l'information solide, etc. Moins bon, par exemple, sur l'anorexie-boulimie. C'est-à-dire, on pourrait se dire, bah si, quand même, il y a une association, etc. Mais en fait, une information sur l'anorexie-boulimie accessible, grand public, à jour, manque encore. Et en particulier sur la question des droits, puisque les personnes souffrant d'anorexie et boulimie peuvent être confrontées à des hospitalisations sans consentement. Et il y a très peu d'informations dans ce domaine-là pour protéger les droits des personnes souffrant de TCA. On note un grand nombre d'acteurs pour un trouble donné, mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent que la qualité est importante, parce que ça peut être aussi beaucoup de gens qui répètent la même chose. Voilà, j'avance. Alors, donc dans les qui parlent, donc se poser la question, je vais sur ce truc, sur cette source, c'est quoi? C'est un soignant, c'est un patient, c'est un journaliste santé, c'est un avis d'autorité, parce qu'on est aussi confronté à beaucoup d'avis d'autorité. Il suffit de mettre une blouse blanche, pas forcément un nœud papillon, hein, mais une blouse blanche, et de dire, moi je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça,
pour qu'il y ait, même si ce n'est pas sourcé, même si ce n'est pas tenu, même si c'est contraire aux recommandations de bonne pratique, qu'il y ait un effet blouse blanche, en fait. Donc, est-ce que c'est un avis d'autorité ou pas? Une institution publique, un établissement de santé, une firme, un assureur, une mutuelle, une secte, ou une fake news? Parce qu'il y a aussi énormément de fake news, et on l'a vu avec le Covid. Il y a des traitements miracles qui sont apparus, et donc il y a beaucoup de fake news. Hoax, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est comme on a eu pendant le Covid, des rumeurs, la vitamine D va soigner, l'imposition des mains, enfin bon. Les canulars, oui, voilà, c'est ça. Alors après, deuxième question, qui finance? Est-ce que c'est un contenu gratuit ou payant? Si c'est un contenu gratuit, c'est vous le produit. Hein? Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire que si c'est gratuit, c'est qu'on va récupérer vos données de santé, les revendre, ou qu'on va vous bombarder de publicité. Donc ce n'est pas vraiment gratuit. Bon, on repart sur les sources de financement, etc. Alors, un point important que vous devriez tous connaître et que vous connaisserez toutes et toutes après cette conférence, c'est d'aller vérifier sur le site transparence.gouv, puisque c'est ce site qui a été mis en place pour lutter contre les conflits d'intérêts. Et sur ce site, vous allez trouver toutes les informations des rémunérations et des conventions passées par les industries de santé avec des professionnels, des associations, des médias, etc., etc. Donc si vous voulez savoir si votre médecin qui vous prescrit, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous prescrit votre médecin? Un antihistaminique reçoit de l'argent du laboratoire qui propose l'antihistaminique, vous allez sur transparence.gouv. Voilà. Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Et ça ne veut pas dire que forcément la prescription ne soit pas bonne et nécessaire et adaptée, mais c'est qu'il y a peut-être potentiellement un biais de prescription si le prescripteur est financé en partie par le laboratoire qui produit le médicament. Je focus un peu sur ça parce que je pense que c'est les sources d'influence les plus importantes en fait. Alors, je vous donne un exemple, le Vidal. Vous utilisez le Vidal? Non? C'est votre Bible pour les médicaments. Hein? Il n'y a rien d'autre. Hein, c'est pratique. C'est rouge, on le voit bien. Et puis, on nous le biberonne depuis toujours. Bon, alors, le Vidal, donc, qui se définit comme la base de référence sur les médicaments, vous allez sur la base transparence.gouv et vous voyez que le Vidal, en fait, il est financé par 388 conventions avec à peu près tous les laboratoires pharmaceutiques et 386 rémunérations. Donc, vous avez quelques indications de montant, AstraZeneca, 185 600, etc. Donc le Vidal, c'est gratuit, mais c'est vous le produit. Hein. Alors que vous avez une base de données publique des médicaments qui vous donne toutes les informations sur les médicaments, sans publicité. Voilà. Et les informations, en plus, à jour. Maintenant, elles sont à jour. Vous avez les résumés de caractéristiques produits, etc. Alors ça, c'est un autre exemple intéressant. Si vous cherchez sur Internet dépression, épisode dépressif, etc., ou anxiété, ou schizophrénie, ou tout un tas de troubles, vous tombez assez facilement sur cette constellation en fait, de sites qui s'appelle étatdépressif.com et qui s'appelle maschizophrénie.com, etc., en fait, qui sont hébergés par un consortium qui produit des sites d'information sur les différents troubles psy et pas que. Donc ça, c'est la une de étatdépressif.com. Donc vous voyez, qui produit régulièrement les derniers trucs sur la dépression. Il y a un paragraphe sur les traitements, etc. Et donc, vous allez chercher, maintenant que vous savez, vous allez chercher qui sont les rédacteurs. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont les rédacteurs? On peut même se demander si ce n'est pas des pseudos. Hein. Si ces gens existent vraiment. En tout cas, on ne peut pas vérifier leur lien d'intérêt sur transparence.gouv puisqu'on n'a pas leur nom. Okay.
Derrière ces sites qui sont regroupés sur donc un truc qui s'appelle Santé sur le net, voilà, donc vous avez cette entreprise qui s'appelle Santé sur le net qui regroupe une vingtaine de sites d'information sur plein de types de pathologies. Derrière Santé sur le net, vous avez Cherry, qui est une agence de communication digitale en santé, qui construit les sites. Et derrière Cherry, vous avez Universal Medica. Et Universal Medica, je cite ce qu'ils se définissent comme une société de consulting et de services qui s'est imposée depuis 2000 comme le partenaire privilégié de l'industrie pharmaceutique. De par la qualité de nos collaborateurs et notre expérience, nous sommes devenus leaders en pharmacovigilance, information médicale, gestion de crise, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous pouvez... Là encore, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis juste que si les informations qui sont délivrées sur les sites qui sont financés par cette poupée russe de liens d'intérêt, vous pouvez peut-être vous demander, on peut peut-être douter que leur intérêt premier, ça soit convergent avec l'intérêt premier du patient. Voilà. Et est-ce que les recommandations de prescription, par exemple, vont être aussi fines et aussi complexes que, par exemple, au niveau des effets indésirables des médicaments, que ce que vous pourrez trouver sur l'information officielle sur le site de la base de données médicaments. Voilà, c'est juste cette question-là qu'il faut avoir à l'idée. Donc, nous, on vous propose ça un peu comme guide pour vous poser des informations, des questions. Alors, j'ai envie de dire pour tout le monde, en tant que citoyen, en tant que personne qui vit avec un problème de santé et qui cherche de l'information pour faire les bons choix pour soi, en tant que professionnel qui veut sans doute peut-être aussi pouvoir conseiller tel ou tel site, etc., mais en confiance, parce que votre objectif, c'est d'aider les gens et c'est pas de les orienter vers des choses qui pourraient être compliquées au niveau de la santé. Donc se poser ces questions-là. On a aussi spécifiquement sur les applis, parce que les applis, ça pose d'autres problèmes, mais qu'on retrouve tout un tas de questions aussi à se poser quand on utilise une application, parce que là, il y a la question de la sécurité des données qu'on va rentrer, CF l'exemple sur le suivi du cycle menstruel. Et en conclusion, donc, dire que l'information fiable, accessible et indépendante, c'est quand même un enjeu très très fort de santé publique, parce que c'est difficile de trouver une information non biaisée par différents liens d'intérêt. Du côté des soignants, je pense qu'il y a une responsabilité déontologique à s'intéresser aux informations qui sont accessibles au niveau du numérique. De toute façon, si vous ne vous intéressez pas au numérique, c'est le numérique qui s'intéresse à vous déjà depuis longtemps. Et dans l'intérêt des patients. Et donc, ça veut dire développer son esprit critique. Alors, encore une fois, pas pour devenir méfiant de tout, mais au moins avoir quelques garanties pour être sûr de faire les bons choix pour soi. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Vous m'entendez ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, donc je voulais remercier Aude pour cette intervention. Il vous reste 10 minutes à peu près pour aller rejoindre les autres symposiums. Ça va le faire. Intervention que je considère quand même d'intérêt public. Merci à tous ceux qui nous quittent d'essayer d'être les plus silencieux possibles. Oui, donc intervention que moi j'estime être d'intérêt public parce que finalement, tout le monde devrait savoir ça. Et en premier lieu, peut-être les jeunes, les enfants, enfin il y a de l'éducation à faire sur la question.
Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur les contenus et les propos qui nous ont été présentés? Il y a donc une question. Pour prétendre à... Ah bah, là, la liste, on l'a faite une fois, en fait. On n'a pas vocation à refaire le travail tous les ans, en fait. Après, en tant qu'usager blogueur, vous pouvez peut-être aussi vous poser les questions. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que je source? Est-ce que... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bertrand. S'il vous plaît, on ne s'entend pas. Non, c'est pas une question, c'est une réflexion. On sait le manque de recours des professionnels aux techniques de l'information et de la communication. À la fois, il est évident que ces questions sont essentielles. À la fois, c'est complexe. Je me rappelle quand on avait présenté à la Villette, en partie d'ailleurs, le tableau du Psycom, le groupe des 6 questions et les 20 questions à se poser. Moi, je l'avais fait pour 2-3 applis. Alors, je suis peut-être pas très courageux, mais au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que c'est quand même super dur, super compliqué et super long. Et on voit bien du côté des professionnels, on a surtout des informations qui nous sont envoyées de nos tutelles plutôt qu'est-ce qu'il faut faire pour pas se planter, entre guillemets. Ce qui donne envie à personne d'y aller. Les risques juridiques, les risques déontologiques. Donc au bout du compte, on n'avance pas beaucoup dans rajouter la santé numérique comme dans la boîte à outils qu'on devrait proposer, déjà accepter d'en parler avec les usagers, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est une question complexe. D'autres pays sont peut-être plus... Je ne sais pas s'ils prennent... On en parlait ce matin sur un atelier avec Tania Lecomte. On a quand même le sentiment qu'en Amérique du Nord, qu'en Europe du Nord, moi j'étais à Copenhague, où ils ont l'air de vouloir vraiment développer la santé mentale numérique. Voilà, on va avoir quand même des choix à faire. Et pour qu'on aille sur un modèle où les usagers, les familles, voilà, ils définissent 4 modèles, je ne vais pas reprendre tout ça. Il y a des modèles à risque, des modélisations qui font que c'est à risque et d'autres qui sont moins à risque. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de critères. Nous, on propose ces critères-là qui sont des critères minimaux, quoi, enfin, de questions à se poser pour éviter de se planter. Après, moi, je vous conseille de visionner, si vous voulez aller plus loin, le webinaire qu'a organisé le Centre collaborateur OMS sur la santé mentale numérique et qui a fait un tour d'horizon au niveau international. Et parce qu'il y a des pays qui réfléchissent à toutes ces questions-là depuis une vingtaine d'années et qui ont déjà des propositions, des trucs structurés, etc. Nous, en France, on démarre et on a la Startup Nation qui va à tous azimuts et tout le monde veut développer son appli, etc. Mais il y a 3 ans, il y avait déjà 10 000 applications santé mentale sur le marché. Je pense qu'il doit y en avoir 30 000 aujourd'hui. Et il y en a très très peu au final qui servent. 1000 en France? Non, dans le monde. Donc, ou sans doute plus maintenant, mais enfin, il y en a très peu qui servent. La plupart des applis, enfin, si on parle juste des applis, sont téléchargées et utilisées pendant 1 mois ou 2 mois. Et un des critères, c'est que si l'appli elle n'est pas développée avec les personnes utilisatrices, de toute façon, elle est vouée à l'oubli. Moi, comme chiffre, sans compter les applications en santé mentale, c'est 325 000 dans le monde, ouais. Oui, 325 000, c'est ce qu'on a mis dans notre brochure, mais sur santé mentale, c'est 10 000. Ouais. Bah, si c'est bon, je vous conseille d'aller faire un tour sur notre site pour trouver de l'information fiable, accessible et indépendante.